Bonjour à toutes et à tous. Énergie alternative par excellence, énergie historiquement placée en tête des substituts putatifs aux hydrocarbures, présentée en tant que sauveur de la civilisation industrielle, et cela depuis le début du XXIe siècle par un certain nombre de technocrates écolo-croissancistes, comme Jean-Marc Jancovici par exemple, adulé par les marcheurs pour le climat, pour sa non-production de gaz à effet de serre, le nucléaire de fission entreverra néanmoins sa fin de vie au début des années 2070. Parce que les réserves d'uranium-235 seront épuisées, la technique de surrégénération utilisant l'uranium-238 n'aura pas pu être maîtrisée. Les travaux de maintenance et de démantèlement peineront à s'effectuer dans un contexte de délitement du tissu industriel global. La France, tout particulièrement, qui a quasiment tout misé sur l'énergie nucléaire, ce n'est pas exagéré que de dire cela, la France commencera à prendre conscience du piège nucléaire dès 2040. Parce qu'en effet, à cette date, le pays se trouvera confronté à un triple problème. Premier problème, le coût du démantèlement des centrales de première génération arrivant en fin de vie. Deuxième problème, le coût de construction des nouvelles centrales. Et troisième problème, le maintien de la sécurité dans un environnement global de régression économique et sociale. Pour mémoire, en 2010, la France comptait 19 centrales nucléaires, produisant environ 100 millions de TEP, de tonnes équivalent pétrole, sous forme de kilowattheures électriques. Par ailleurs, elle consommait 130 millions de TEP d'énergie fossile, pétrole, gaz, charbon, dont 50 millions pour les seuls transports. L'objectif clairement annoncé du laboratoire français, c'est de viser une élévation de la production de kilowattheures nucléaires de 100 millions de TEP, chiffre 2010, à 230 millions de TEP, soit une multiplication par 2,3 du nombre de sites, ce qui veut dire par conséquent, si on calcule bien, la mise en chantier de 25 centrales nouvelles qui sera probablement envisagée à l'aube des années 2030. Le parc initial, venant initialement construit, venant à échéance aux alentours de 2035 et devant être renouvelé à cette même date, c'est face à un hallucinant chantier de 34 nouvelles centrales à construire et de 19 anciennes à démanteler que se trouvera confronter la France à moins de 10 ans de la fin du calendrier fossile. L'État français, qui aura déjà abandonné ses recettes fiscales sur les hydrocarbures, puis qui aura engagé des dépenses de subvention de la filière afin de maintenir les prix à un niveau acceptable pour la population, l'État français aura à supporter de plus le double choc financier des constructions et des démantèlements nucléaires. Par surcroît, ces coûts se révéleront très supérieurs à ceux qui ont été évalués avant 2010 et qui avaient servi, qui aujourd'hui servent encore de base aux prévisions budgétaires. La raison en est tout simplement que les moyens mécaniques et l'outillage utilisé sur les différents chantiers auront subi progressivement le renchérissement et la pénurie des combustibles fossiles, encore irremplaçables au bon fonctionnement des engins motorisés. Alors, étant probablement classés prioritaires, ces chantiers ne subiront certes pas de rationnement en carburant, dont nous avons parlé dans une précédente chronique, mais une course de vitesse s'engagera pour que leur achèvement soit effectif avant 2050, date de fin du calendrier tarifaire établi par la Grande Conférence. Ce chantier
pharaonique de 34 centrales à construire et 19 à démanteler, mettra l'État français en situation d'immenses difficultés financières et un débat public s'engagera afin de déterminer la marche à suivre. Les recettes fiscales ayant diminué, on l'a dit, du fait du ralentissement économique, des solutions de financement seront envisagées, mais qui se solderont toutes par des échecs retentissants. Et contrairement à ce qu'avaient imaginé les promoteurs de ce que nous avons appelé le parti de la taxe, messieurs Jancovici, Grandjean, Hulot, Beauvais et consorts, eh bien, contrairement à ce qu'ils avaient imaginé, le fameux sursaut national dont ils parlent, visant à sauver le pays par le nucléaire, eh bien, ce sursaut national n'aura pas lieu. Et les fameuses comparaisons historiques qu'ils utilisent volontiers, comme par exemple les efforts de guerre des Américains, mais aussi ceux des nazis en 1939-1945, eh bien, ces comparaisons historiques se révéleront totalement inopérantes, sans doute pour la simple raison que le peuple ne verra pas dans la fin du pétrole un péril majeur et dans le sacrifice financier pour le dieu nucléaire un objectif ultime. En fait, 15 ans déjà après la première secousse pétrolière, de nouveaux raisonnements et de nouveaux comportements auront commencé à s'installer en profondeur chez l'individu de base, sans que la classe politique, sans que les représentants de l'État ne puissent en saisir l'ampleur réelle. Le rationnement des carburants qui sera instauré. Ce rationnement, il incitera une proportion grandissante de la population à faire évoluer son mode de vie dans un sens frugal en énergie et à commencer d'envisager l'avenir sous un angle plus artisanal qu'industriel. Et aux horizons de 2050, la France ne comptera donc plus que 10 nouvelles centrales, plus 10 proches de leur fin de vie et 9 en cours de démantèlement. C'est-à-dire se retrouvera avec une capacité de production sensiblement égale à celle de 2010, mais gérée par un État-nation qui sera devenu exsangue financièrement et moralement déconsidéré par le peuple. Et le reste du monde, ayant tiré les enseignements de l'expérience française, et les pays développés du reste du monde opteront tous les uns après les autres pour une politique de maintien en l'état de leur parc nucléaire et feront porter leurs efforts techniques plutôt sur l'allongement de la durée de vie des centrales et ne mettront en chantier que le nombre strictement nécessaire pour renouveler les sites voués à disparaître. C'est ainsi qu'après le fiasco de la politique du tout nucléaire du laboratoire français, le monde s'apprêtera à refermer la parenthèse de la fission nucléaire. Alors cette fission nucléaire, qui est actuellement présentée, je l'ai rappelé par certains comme un avenir salvateur crédible, le fameux parachute ventral de la décroissance, selon l'expression célèbre de Jean-Marc Jancovici, eh bien, la fusion nucléaire, elle, fait office de rêve éveillé pour les qu'on va appeler les croissancistes définitifs, c'est-à-dire tous ceux qui pensent que l'homme va découvrir immanquablement et bientôt une énergie infiniment disponible. La fusion nucléaire reprendra sous forme de rêve l'échec objectif épatant de la fission. Le projet international ITER constitue le socle de cette croyance en la fusion nucléaire, avec pour objectif de transformer une aspiration religieuse ancestrale, de la transformer en réalité scientifique tangible pour le temps présent. Le projet ITER, version modernisée de la multiplication des petits pains, dans lequel la fusion nucléaire vise à reproduire en laboratoire rien moins que les réactions physico-chimiques se déroulant à l'intérieur du Soleil.
C'est dire l'immensité du péché d'orgueil perpétré par l'homme en ce début du XXIe siècle, et à quel point d'aveuglement il en est arrivé en termes d'évaluation des domaines de son possible. Le projet ITER, installé en France, pays emblématique de la fission, installé depuis 2007 à Cadarache, ce projet il a été porté par un petit groupe de physiciens représentant la communauté scientifique des chercheurs en fusion nucléaire, et qui, grâce à une habile désinformation du grand public, se sont assurés le maintien d'un financement public substantiel par l'intermédiaire d'un consortium de 35 pays. Le projet ITER, bercé par l'objectif initial de multiplier par 10 l'énergie de sortie par rapport à l'énergie d'entrée, c'est-à-dire de produire 10 fois plus d'énergie qu'il n'en consomme pour son fonctionnement, ce projet il a déjà engouffré 50 milliards d'euros en 2020 et il diffuse, le comité ITER diffuse des communiqués de victoire à chaque fois qu'il parvient à réaliser pendant 1 ou 2 secondes le phénomène de la fusion nucléaire. Il annonce par ailleurs une mise au point définitive d'un prototype appelé le réacteur démo, énorme machine bourrée de métaux divers et d'aimants supraconducteurs, une mise au point définitive pour 2050 et une mise en série aux horizons de 2070. Eh bien, la réalité sera tout autre. Parce qu'entre 2020 et 2050, la propagande flatteuse des fusions scientifiques ne résistera pas aux résultats expérimentaux de l'ITER de Cadarache qui révélera peu à peu que le Graal du 1 multiplié par 10, ce Graal est largement inatteignable. ITER, qui entend démontrer qu'avec son plasma auto-entretenu, le réacteur générera une amplification d'un facteur 10, soit 50 MW en entrée et 500 MW en sortie, eh bien, le projet ITER devra progressivement se rendre à l'évidence que son bilan thermique s'approche en réalité de 0. En effet, il s'avère qu'au moment des tirs de plasma, pour produire ces 50 MW de chaleur qui doivent être injectés dans le tokamak, c'est le nom de réacteur ITER, et compte tenu de toutes les infrastructures présentes sur le site, des systèmes de chauffage et des pertes énergétiques, ITER consomme lui-même entre 300 et 500 MW, c'est-à-dire presque autant que l'énergie qu'il est censé produire. Et cela sans compter l'énergie grise du réacteur, c'est-à-dire, nous le savons, énergie nécessaire à la production de tous ses composants, leur acheminement, etc., etc. Par ailleurs, et ceci dès 2050, la plus grande partie des 35 pays émergents au budget faramineux d'ITER nécessaire à la poursuite des essais sur le site de Cadarache, la plupart des pays se retireront du consortium, tout simplement par manque de liquidité, mais également sous la pression de leurs opinions publiques qui réclameront une affectation de l'argent public dans des services plus concrets et plus immédiats. Enfin et surtout, il apparaîtra que si la disponibilité du combustible dédié à la fusion nucléaire, deutérium, tritium, cette disponibilité semble effectivement assurée pour une durée très longue, celle, par contre, des nombreux métaux nécessaires à la construction des réacteurs l'est beaucoup moins, voire pas du tout. Et sans réacteur, pas d'ITER. Le principe de la réaction de fusion dans le tokamak d'ITER nécessite, en effet, de confiner un plasma porté à plus de 150 millions de degrés au moyen de gigantesques champs magnétiques produits à partir de 10 000 tonnes d'aimants supraconducteurs, dont les bobines sont faites de 2 alliages de métaux précieux, le niobium titane et le niobium éteint. La quasi-totalité des réserves de ces niobiums
de ces niobiomes, étant pratiquement confinés dans un seul pays, le Brésil. Ainsi s'en sera donc fini du rêve de la fusion nucléaire, fini du mythe de l'homme nouveau Prométhée, réussissant à fabriquer lui-même l'énergie produite dans le cœur bouillonnant de l'astre solaire. Voici donc pour le pronostic numéro 9, le rêve brisé du nucléaire. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine chronique et le 10e pronostic, l'enterrement définitif du mythe des énergies alternatives aux hydrocarbures. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.